CMA TV vous présente la chronique culturelle. Aujourd'hui, à la chronique culturelle, le réalisateur Martin Villeneuve nous présente son deuxième long-métrage, Les 12 travaux d'Imelda. Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la scène, nous invite à une foule de sorties culturelles. Et tout d'abord, Gros-Cils est à l'honneur au Théâtre Labordé. Je m'entretiens avec le directeur artistique du Théâtre Labordé, M. Michel Nadeau. Gros-Cils est un attrait touristique fort populaire dans la région de la Côte-du-Sud. Gros-Cils, c'est aussi toute une histoire et tout un pan d'histoire pour la Côte-du-Sud. Et le Théâtre Labordé s'intéresse à Gros-Cils à sa façon avec une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Émile Proulx-Cloutier, pièce de théâtre qui prendra l'affiche le 25 octobre prochain. Pour nous en parler, j'ai avec moi le directeur artistique du Théâtre Labordé de Québec, M. Michel Nadeau. Bonjour. Bonjour. De quelle façon vous a-t-on approché pour vous parler de cette pièce qui est une création? Oui, en fait, c'est Émile Proulx-Cloutier, juste un petit peu avant la pandémie, au début de la pandémie, qui m'a approché à ce sujet-là. On se connaissait un petit peu, mais pas tant que ça. Mais il connaissait assez bien la mission de Labordé depuis que je suis ici, et c'était quoi ma ligne artistique. Et Émile est un passionné d'histoire depuis toujours. Et cette histoire-là de Gros-Cils, il m'a raconté, je savais certaines choses que tout le monde sait, c'est-à-dire que c'est un lieu de quarantaine. Mais en 1847, il y a eu une immense épidémie avec des centaines de navires, des milliers de personnes qui sont arrivées. Et on était, comme je vous dis, au début de la pandémie, on ne savait pas quelle ampleur ça prendrait. Finalement, c'était une ampleur beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. Et il m'a raconté ça, ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire qu'il y avait une particularité, outre de relater cet événement-là, mais il y avait aussi l'idée qu'il voulait que le texte soit constitué uniquement à partir d'archives, de journaux, des journaux intimes, des rapports, des textes gouvernementaux, mais faire une recherche d'archives et que les comédiens seraient en sorte comme des porteurs d'archives, si on veut, et que tout le spectacle serait constitué de ça. Bon, on voyait une certaine correspondance avec ce qu'on vivait avec la pandémie, même si c'était au début, et même si ça n'a aucune commune mesure, parce que la tragédie était beaucoup plus importante là-bas. Et aussi, l'intérêt, c'est que ça a des répercussions aussi à Québec, à Montréal, mais à Québec aussi, dans le quartier Saint-Roch. Alors ça, je trouve ça intéressant. Et donc, j'ai dit, OK, go, allons-y. Je pense que c'est un projet qui a sa place dans la saison de Labordé. On l'a programmé. Voilà, la première est, comme vous dites, le 25. Et de quelle façon est-ce que tous ces textes, justement, ramassés ensemble, vont faire une pièce de théâtre? De quelle façon est-ce que c'est utilisé? En fait, on a fait affaire avec une archiviste qui a écumé tout ce qui pouvait se trouver aux Archives nationales, à Ottawa, à Québec, tout ça, avec des documents assez importants. Et là, c'est Émile, en fait, qui a ramassé sa pile d'archives, c'est assez impressionnant, et qui a récolté, en fait, ce qui l'intéressait, des personnages, etc. Et que tout à coup, il a vu qu'il y avait des fois des gens qui se répondaient. Quelqu'un disait une chose, l'autre disait le contraire, à travers les journaux particulièrement, parce qu'il y avait beaucoup de journaux à l'époque, et ça faisait comme un dialogue. Et ça se passe en fait sur une année, c'est-à-dire ça commence au printemps, en fait, avec le dégel des glaces du fleuve, et ça se termine l'hiver suivant. Donc, il y a une sorte de voyage qu'on fait, c'est-à-dire qu'on nous parle de Gros-Cils, et tout à coup, on voit les bateaux qui arrivent, et la catastrophe, et le manque de moyens, le manque de personnel et tout et tout. Donc, c'est Émile qui a fait un travail colossal avec la personne aux archives pour, justement, récolter ce qui est intéressant, trouver une structure dramatique, parce qu'il y a un personnage principal qui est le docteur Douglas, qui était vraiment le médecin là, qui était en charge. Alors, lui est incarné par Hugues Frenette, mais tous les autres acteurs, les 7 autres acteurs, font de multiples personnages. Et donc, c'est comme ça qui a construit une sorte de courbe, c'est-à-dire le début de l'épidémie, le pic de l'épidémie, qu'est-ce qu'on fait, le gouvernement, les gens de la ville qui sont pour, qui sont contre, les médias aussi à ce moment-là, pour et contre, comment le gouvernement intervient, puis avec une sorte de résolution, même en un an, ça ne s'est pas résolvé complètement, mais à la fin de l'année, disons que c'était un peu mieux. Ça fait que c'est comme ça qu'on a une sorte d'histoire de voyage, finalement. On voyage pendant une année symbolique à Gros-Cils à travers 1 heure et demie de spectacle. Et du côté de la scénographie, comment on utilise l'espace? C'est beaucoup un spectacle de parole et sonore, je vous dirais. Donc, c'est une scénographie qui est assez minimale,
mais qui réserve des surprises. Donc, je ne vous dirai pas comment le décor est constitué, mais il y a un certain nombre de surprises qui vont intervenir, disons, des surprises scénographiques qui vont intervenir durant le spectacle. Mais l'accent a été mis beaucoup sur tout l'aspect sonore. Donc, les acteurs ils ont un microphone, sont microphonés. On a des chants, il y a un aspect choral, beaucoup de jeux avec les micros. Donc, sur le plan sonore et visuel avec les projections, c'est beaucoup les projections qui vont habiller l'espace. Donc, sur le plan vidéographique, et sur le plan musical, sonore. Donc là, il y a vraiment un travail important qui a été fait. Et puis, la scénographie est une sorte de support à ces deux médiums-là. Merci beaucoup, M. Nadeau. Ça fait plaisir. Alors, il était question de Groscille, 1847, dans les mots de ceux qui l'ont vécu. Pièce qui sera présentée du 25 octobre au 19 novembre prochain du côté du Théâtre La Bordée à Québec. Michel Nadeau, le directeur artistique du Théâtre La Bordée. Et nous accueillons maintenant Cynthia Lamontagne des Arts de la Scène. Bonjour. Bonjour. Encore une semaine fort occupée pour ceux qui veulent sortir. Plein d'occasions, plein d'occasions. Donc, si on commence par le cinéma, toujours, reste 2 soirs seulement de voir le film québécois Viking. Donc, ce soir et jeudi. Après, c'est malheureux, mais ça ne sera plus disponible à Montmagny. Non. Parce qu'on change de film et on change de registre, oui. en fait, à partir de vendredi. Donc, pour l'Halloween, le film Sourire, film d'horreur classé 13 ans et plus. Les gens doivent être avisés qu'il paraît qu'on va faire des sauts durant le film. Et quelques cauchemars après? Ben, peut-être. Mais pas pour les enfants. Non, pas pour les enfants. Samedi, c'est plus agréable. Samedi après-midi, donc à 13h30 à la salle Promutuelle, on a le film d'animation Hôtel Transylvanie 3. Un film qui est présenté, je le rappelle, là, mais c'est le cinéma optimiste qui est de retour. Donc, ça sera une belle salle remplie de jeunes et de familles pour ce samedi après-midi. Et dimanche, on part en voyage? On part en voyage, on s'en va à Compostelle, donc avec les aventuriers voyageurs, ce dimanche, effectivement, donc le 30 octobre et le lundi soir, donc le 31 octobre à 19h30 pour Compostelle, une destination fort populaire et connue de plusieurs personnes. Oui, absolument. Côté spectacle, maintenant, bon, il y a Sylvain Cossette qui passe jeudi, mais il fallait déjà avoir ses billets. Oui, donc c'est complet. Alors, Sylvain Cossette, justement, qui vient avec son spectacle live, les meilleurs des années 70-80 des Beatles, donc une belle soirée à passer avec lui. Effectivement, c'est complet, donc c'est un spectacle qu'on reportait depuis quelque temps. Donc, c'est enfin demain qu'on va l'accueillir. Et on a un gros week-end, effectivement. Oui. Donc, tout de suite, le lendemain, vendredi, on a Mariana Mazza qui vient avec son deuxième One Moment Show, donc Impoli, à voir et à rire, en fait. Marianne est toujours extraordinaire. On aime beaucoup l'accueillir. C'est une valeur sûre. Oui, vraiment. Et il y aura une première partie à son spectacle, donc King Melrose, qui sera en première partie de son spectacle. Un peu de musique? Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas. Et hip-hop pour samedi? On change encore de registre, oui. Donc samedi. Jay Scott qui sera avec nous ici même à la salle Promutuelle Assurance. Un artiste à découvrir que les gens connaissent en fait sans vraiment le connaître en entendant sa chanson Copilote, d'ailleurs. Mais sinon, il y en a plein d'autres. Il fait souvent, en fait, des duos avec d'autres chanteurs que les gens aiment bien. Donc, c'est ce samedi qu'on a la chance de l'accueillir. Il reste quelques places, donc il faut faire quand même vite. Il y a de belles nominations là, pour la disque. Oui, effectivement. Donc, c'est un artiste vraiment à découvrir. Je l'adore. Très drôle et sympathique aussi. Et là, la fin de semaine n'est même pas terminée. Il reste encore du théâtre dimanche soir. C'est pour ça qu'on a une grande semaine, une grosse semaine. Donc, dimanche, le 30 octobre, à la salle Édouine Bélanger, la pièce de théâtre La Bête à sa mère, donc inspirée du texte de David Goudreau, un roman que j'avais adoré. Et là, j'ai vraiment hâte de voir le produit, en fait, de voir la pièce, comment la pièce a été rend hommage à ce grand roman-là. On prend une petite pause de 3 jours et là, ça va être très irrévérencieux, j'ai l'impression. On a avec nous, donc, le 3 novembre, jeudi, ici même dans le cabaret, notre première soirée d'humour de notre série Rire en salle qu'on appelle, donc, 2 humoristes, jeunes humoristes de la relève, donc Mona de Grenoble et Mégane Brouillard. Donc, super soirée sympathique dans le cabaret.
les gens sont là, on jase entre nous, on est très près de l'artiste. C'est vraiment une soirée où on vient découvrir des nouveaux artistes et j'imagine que ça va être une soirée très rigolote. Pendant la fin de semaine, on se déplace du côté de la salle Promutuelle. Oui. Deux soirées, deux moments très particuliers. D'ailleurs, un samedi blues, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. C'est une artiste extraordinaire. C'est aussi une des artistes qu'on attend depuis longtemps, qui devait être avec nous en mars 2020, le 5 novembre prochain. Une artiste extraordinaire qui sera en formule trio avec deux autres musiciens avec elle, donc Don Tyler Watson, qui a gagné de nombreux prix, qui est native de l'Angleterre, qui a grandi donc en Ontario, qui a déménagé ici à Montréal. Une artiste à découvrir. Donc, les amateurs de blues, on vous attend samedi prochain. Et dernier coup d'œil, dimanche, ce sera au tour de Clémence Desrochers d'être célébrée. Oui, donc on reprend les textes de Clémence Desrochers, excuse-moi, dans une pièce de théâtre musical aussi, donc Clémence. Effectivement, donc dimanche le 6 novembre, qu'on avait présenté en radio-diffusion l'année dernière, mais là qu'on présente vraiment avec le public dans la salle. Merci beaucoup, Cynthia. Ça me fait plaisir. Alors, le film Les 12 travaux d'Imelda va arriver en salle, lui, le 28 octobre prochain. Donc, voici quelques minutes en compagnie du réalisateur Martin Villeneuve. Deuxième long métrage, le premier était quand même assez différent. C'était de la science-fiction pratiquement pure. Et cette fois-ci, vous y allez un peu dans le documentaire, on pourrait dire. Oui, c'est de la fiction très près de la réalité, authentique. En tout cas, autant on a pu le faire authentique, autant on l'a fait. C'est sûr que Mars et Avril, ça se déroulait sur la planète Mars. Puis là, je suis allé voir la porte d'à côté, ma famille et puis plus précisément ma grand-mère paternelle. Le personnage d'Imelda que vous jouez d'ailleurs dans le film, c'est pas la première fois que vous le mettez de l'avant. Il y avait des capsules avant des courts-métrages où on pouvait la voir. Oui, ben en fait, le projet est né comme ça d'un court-métrage, d'abord en 2013, qui est né pour rendre hommage à ma grand-mère un an après son décès, en fait, puis tout de suite après la veille de la vente de sa maison, en fait. Donc, le prétexte du premier court-métrage, c'était ça. Il y a eu deux suites qui, cette fois-ci, ont impliqué Robert Lepage et Ginette Renault. Et ça a prouvé que le personnage d'Imelda, en interaction avec d'autres, avait un potentiel narratif communicatif et on peut dire presque universel parce que tout le monde connaît une Imelda. Ça parle de la famille, des liens qui unissent une famille. Et par la suite, le projet a fait boule de neige. Et puis en 2021, on a tourné donc ce qui est devenu le long métrage, les 12 travaux d'Imelda, mais de façon 100% bénévole, c'est-à-dire que tous les gens qui ont participé l'ont fait par pure passion pour le cinéma. On dit souvent que les personnages naissent bien avant le début du travail sur le film. Dans le cas d'Imelda, bon, c'est votre grand-mère paternelle. Est-ce que ça remonte à encore plus loin, l'envie que vous aviez de l'imiter ou de la mettre de l'avant comme ça? Ben, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a beaucoup marqué mon enfance, mon adolescence, et puis en tout cas, je l'ai connu jusqu'au début de ma trentaine. Ça fait que ça date pas d'hier que Imelda m'habite. Mais c'est sûr que le personnage, pour le transposer d'une certaine manière, autant on essaie d'être authentique, autant aussi il faut, pour raconter une histoire, se l'approprier. Donc, et en plus, comme c'est moi qui la joue, que j'ai écrit le scénario, que j'ai réalisé le film, que je l'ai produit, j'ai fait de la direction artistique aussi. Donc, c'est vraiment par mon filtre à moi que ça passe, n'en déplaise à certaines personnes de ma famille. Il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont peut-être moins aimer, mais ça, je veux dire, ça vaut pour tout le monde de toute façon. Mais à prime abord, c'est vraiment un hommage que vous lui rendez. Bien, quand on fait un hommage, habituellement, on essaie d'améliorer la réalité ou le portrait. Dans ce cas-ci, c'est vraiment elle. C'est-à-dire qu'avec ses parts d'ombre et de lumière, j'ai pas essayé de l'enjoliver ou de l'embellir. J'ai essayé, encore une fois, de rester le plus près possible de la réalité. Ce qui fait que je pense que ça rend le personnage encore plus intéressant parce que c'est un personnage qui avait beaucoup de colère en elle, qui était acariâtre et puis voire même un peu détestable. Elle avait un grand cœur, elle était généreuse puis très aimante. Donc c'est le paradoxe entre les deux qui fait que le personnage est tellement intéressant à jouer d'une part. Puis je pense que pour les gens, il y a quelque chose de jouissif de voir ça aussi, surtout avec la palette d'acteurs que j'avais.
pour donner la réplique à Imelda. Je veux dire, Ginette Renault, Robert Lepage, Antoine Bertrand, Amérique Adieu, Yves Jacques. Je veux dire, c'est Michel Barrette. C'est incroyable de pouvoir travailler avec ces gens-là. Rendez-vous sur le site web ou la page Facebook de CMA TV pour voir toute l'entrevue réalisée avec Martin Villeneuve. D'ailleurs, il va nous parler, entre autres, du projet Red Ketchup sur lequel il travaille présentement. Alors, la semaine prochaine, à la chronique culturelle, nous allons recevoir Lucie Tremblay du Festival Cuisine, Cinéma et Confidences de Baie-Saint-Paul. Aussi, il sera question du 29e Salon du livre de la Côte-du-Sud. Et bien sûr, on va retrouver Cynthia Lamontagne. Ça va me faire plaisir. Bonne semaine. Merci, toi aussi. CMA TV vous présente la chronique culturelle.